Le prompt engineering, d'une façon générale, c'est un gros buzzword qui simplement englobe une méthode, une façon souhaitable pour communiquer avec l'IA afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Sachant cependant qu'on peut communiquer, on le verra, je ferai plein d'exemples, on peut communiquer avec l'IA de toutes les façons possibles et imaginables, ça produira un résultat, pas forcément celui qu'on veut. On va commencer directement par un exemple où j'ai demandé à l'IA de m'écrire un sous-titre. Alors, il faut que je clique. Parfait. Et avec un prompt qui n'est pas parfait, mais qui met en avant quelques éléments importants du prompt engineering. Dans ce cas précis, c'est la base de la base. Il faut expliquer à l'IA d'abord qu'est-ce qu'on veut, donc le goal. Donc voilà, il faut fournir à l'IA un objectif. Et comme l'IA ne nous connaît pas, ne sait pas ce qu'on est en train de faire, ne connaît pas notre métier, ne connaît rien du tout, il faut lui fournir un contexte. Donc le contexte, là, que j'ai fourni, c'est: je suis en train de faire une keynote qui durera 1 heure, qui expliquera le prompt engineering à mes collègues. Alors là, j'ai deviné, mais bon, je suis pas tombé trop à la ramasse. Voilà, des développeurs, des Scrum Masters, des managers, des ressources humaines et tout ça. La plupart ont entendu parler de l'IA, spécifiquement LLM, Large Language Model. C'est les IA de chat, on va dire. Mais ils ne l'ont jamais utilisé. Pas tout à fait vrai. Le titre de la keynote est Prompt Engineering. J'ai besoin d'une idée pour un sous-titre casual. Bon, léger, pas trop sérieux. On peut définir l'objectif de façon beaucoup plus précise en disant écris-moi un titre ou écris-moi des titres. Là, j'ai simplement dit je veux quelques idées. Le résultat de Gemini, voilà, une liste de sous-titres avec des thèmes. Il n'est pas obligé de les lire. Le problème qu'il y a eu dans son résultat qu'il m'a fourni, c'est que le résultat, il fait 3 pages. Parce que finalement, je n'ai pas fourni assez de contexte et j'ai mal défini mon objectif. Comme c'est une IA de chat, de discussion, de conversationnel AI, eh ben, on peut tout à fait continuer la discussion, ce qu'on appelle le refining, pour lui dire: «Bon, ce que tu as fait, ça me convient pas». Donc je lui ai expliqué un petit peu quel format je voulais et un objectif un petit peu plus précis. Donc voilà, la réponse est trop longue, file-moi 3 titres et sache aussi que ta réponse est copiée-collée dans mes slides et que ça reflètera donc tes capacités. C'est le résultat copié-collé pur et dur avec le 1, 2, 3, c'est elle qui l'a fait. Je ne sais pas pourquoi elle a mis le 3e titre en gras, peut-être son préféré, j'en sais rien. Bon, le défaut, c'est quelque chose que l'IA fait énormément. Elle a tendance tout le temps à expliquer. Là, je voulais 3 titres, j'ai 1 titre, enfin 3 sous-titres. En plus des sous-titres, j'ai l'explication qui me permet de choisir le meilleur. C'est pas tout à fait ce que je voulais. J'aurais été capable, il aurait été possible de continuer la discussion pour lui dire: «Non, non, me fais pas d'explication, fais-moi juste des sous-titres». Il l'aurait fait. Cependant, je me suis arrêté là parce que ce n'était qu'un exemple et finalement, j'ai pas pris un des 3 sous-titres qu'elle avait proposé. J'ai pris, un sous-titre qui était parmi les 3 pages. Ça donne à peu près quelques termes les plus importants, à savoir, il faut fournir un contexte, un objectif. On peut raffiner le résultat et on peut lui demander de formater la sortie.
Là, dans ce cas-là, c'était un reformatage assez simple, mais je peux lui demander de me faire un spreadsheet, de faire un Google Doc, de me faire un tweet, de me faire un article de blog, de me faire un CSV, de me faire du JSON. Voilà, tout ça, ça rentre dans la catégorie du output formatting. Et si on lui dit pas, ben, elle va improviser, hein. Maintenant qu'on est sorti de l'exemple, les IA, on va dire, les plus populaires, c'est Google Bard, qui maintenant s'appelle Google Gemini. Il portait le nom du modèle, hein, tout simplement, le nom de l'IA. Donc maintenant, c'est Google Gemini. OpenAI, on connaît beaucoup parce que ça a été les premiers à mettre à disposition du public ChatGPT. Microsoft a énormément investi dans OpenAI et du coup, il était Microsoft Bing qui maintenant s'appelle Microsoft Copilot. En fait, c'est basé sur GPT, sur lequel est basé au ChatGPT d'OpenAI. Je les montrerai, je les utiliserai tout à l'heure. Une IA beaucoup plus spécifique, c'est GitHub Copilot, qui est purement dédié au code. Je le montrerai aussi. J'ai une IDE ouverte et qui est principalement axée sur l'autocomplétion de code. Et Mistral AI, il y a un chat qui est sorti très récemment, qui s'appelle Le Chat, que j'aime beaucoup parce qu'ils ont sorti plusieurs modèles en open source qui sont très bons, proches du niveau de GPT et de Gemini. Et en plus, c'est des Français et on a des chances, surtout nous en tant que consultants, selon les sociétés où on va, on a des chances de le retrouver au travail, puisque plusieurs sociétés, évidemment, veulent exploiter les IA au sein de leur entreprise et vont favoriser une entreprise française, soit parce qu'elles ont envie, soit pour des raisons légales. Typiquement, c'est pas impossible, hein, mais je vois mal Airbus Défense dire c'est bon, pas de souci, on va prendre ChatGPT qui est hébergé aux États-Unis. Ça peut être possible. Donc, il est intéressant à suivre et à essayer et à pratiquer. Un peu plus précisément, que sont les LLM, donc les Large Language Models. C'est une IA générative. Donc, il y en a qui sont faites pour faire de l'image. J'ai oublié leur petit nom. Comme leur nom l'indique, hein, les Large Language Models sont là pour produire du texte. Ces IA, même si on aimerait bien ou pas, ce sont pas des AGI, des Artificial Generalized Intelligence, qui sont, on va dire, elles n'ont pas de conscience, elles sont pas self-aware, je sais pas comment on le dit en français, elles sont pas sentientes, elles ont pas d'instinct de survie, elles ont globalement, elles font semblant d'être intelligentes et tout ce qu'elles font, c'est quand on leur donne un contexte, elles vont produire la suite de mots la plus probable, la plus statistiquement probable, qui ferait suite au contexte qu'on a donné. Le contexte étant simplement le texte qu'on a tapé, le prompt. Cela étant dit, même si l'IA au final n'est pas intelligente, n'est pas consciente, elle arrive très bien à faire semblant. En particulier, on peut lui demander de faire du role-playing. Donc là, je lui ai demandé Explain LLM to a children. The answer must be fit on a keynote slide. Donc implicitement, je lui ai dit de faire le roleplay d'un professeur d'école élémentaire, on va dire. Mais j'aurais pu spécifiquement lui dire, à partir de maintenant, tu vas jouer le rôle
d'un professeur de cours élémentaire. Voilà ce qui m'a sorti, que je trouve tout à fait raisonnable, même si je ne suis plus un enfant. Elle m'a sorti ce magnifique slide que j'aime beaucoup. En particulier, ce qui m'avait attiré l'œil, c'est la partie Know Almost Everything. Donc encore une fois, j'ai voulu affiner ma discussion, poursuivre ma discussion avec elle en lui demandant d'élaborer. Donc je lui ai dit tout simplement elaborate on how it knows almost everything. Et comme il y a ce rappel du contexte et de la discussion et des échanges qu'on a eus précédemment, elle se souvient toujours que je veux un slide. Donc elle m'a fait un slide. Elle se souvient toujours que je parle, enfin que c'est destiné à des enfants. Et donc elle m'a produit une explication de pourquoi les LLM ne savent pas tout. Est-ce que ça implique réellement? Je ne sais pas. D'un autre côté, on s'adresse à des enfants, donc j'ai envie de dire, c'est un résultat qui me semble convenable. Et le mot-clé elaborate, c'est pour ça que je l'ai fait les slides en anglais. J'ai pas l'habitude de communiquer avec les IA en français. Et même si on peut lui dire à peu près n'importe quoi, il y a quand même certains mots qu'elle comprend mieux que d'autres. Et notamment elaborate, elle va comprendre très bien ce que ça signifie et elle va élaborer. Ça fait partie, on va dire, des mots-clés intéressants du prompt engineering. En parlant de mots-clés, en voici quelques-uns qui reprennent très rapidement tous les slides que j'ai expliqués précédemment. Voilà, il faut lui fournir un contexte le plus précis possible si on veut qu'il soit le plus adapté à nos besoins. Il faut lui dire ce qu'on veut, ça c'est inévitable, autrement elle va nous dire ouais, c'est bien, tu m'as raconté ta vie, c'est cool, mais c'est quoi la question? On peut, si on le désire, spécifier un format de sortie. Si on ne le fait pas, elle va se caler sur, je le montrerai tout à l'heure, un exemple, elle va se caler sur la façon dont on a écrit pour produire une sortie en fait en utilisant un petit peu le même langage formel, informel, en français, en anglais, en espagnol. Voilà, mais c'est pas forcément le format qu'on veut. Donc on peut lui spécifier. On peut alors refine, c'est la partie où on creuse un petit peu plus les réponses pour avoir le résultat qu'on veut. Ça peut être aussi simplement des corrections. Lui dire: «Non, non, non, ça, c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je voulais, c'est ça, ça, ça et ça, donc fais-moi-le». Il le fera. On peut lui demander d'élaborer et on peut lui demander de roleplay. Tout ça, je le montrerai, je vais assez rapidement sur les slides. L'objectif quand même, hein, c'est derrière de faire des démos et des exemples en live, avec tous les risques que ça comporte, mais on verra que j'espère que l'effet démo, ne sera pas contre moi. Il y a d'autres méthodes qui sont très, très, très utiles pour, apprendre à générer des prompts. C'est de demander à l'IA de générer des prompts, de faire du reverse engineering. C'est-à-dire, voilà, j'ai, telle sortie. Alors bon, il se trouve que cette histoire-là, c'est moi qui lui avais demandé à l'IA de créer il y a quelques semaines. Et je dis: «Voilà, génère-moi un prompt qui me produira ce résultat». J'ai quand même été très vague, il y a pas de contexte, il y a rien du tout. Du coup, évidemment, elle m'a sorti un prompt de 3 kilomètres, mais je l'ai gardé quand même. Notamment une partie qui est intéressante afin de pouvoir, affiner un petit peu son résultat, on peut donner des exemples à l'IA. C'est ce qu'elle a fait, qui reprend pas mal de techniques de prompt engineering, ça tombe bien, hein, puisque c'était l'objectif. Et notamment dans sa sortie, elle montre que dans un prompt, c'est mieux si
si on fournit aussi des exemples des exemples de sortie. Donc là, elle s'est contentée de fournir des titres. Bon, voilà, globalement, il n'y a pas trop d'intérêt à le lire. Et évidemment, j'ai balancé ça à Nia pour voir si le résultat fonctionnait. Ben tiens, ben on va le faire. Je vais prendre Gemini, qui est celui que j'utilise le plus. Alors, generate short story based on the given prompt below. Allez. Il m'a généré, alors, le titre, ben voilà, il s'est basé sur I woke up as animal name in another word, but I can still do surgery. Qu'est-ce qu'il a fait? Penelope Paul, est-ce qu'on avait spécifié le nom de l'auteur? Non. On a dit qu'il y a un accident, une réincarnation, un monde de fantasy, et on devrait avoir tout ça. Voilà. Un vétérinaire. Parmi les sorties qu'on peut lui demander, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, voilà un prompt que j'ai donné. Je voulais un tableau de l'espérance de vie. Donc là, notre toute formatting, je lui dis, je veux telle et telle colonne, country name, lifetime expectancy, no, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et ainsi de suite. C'est le résultat que Google Gemini m'a sorti, que j'utilise assez souvent parce qu'en fait, Google Gemini peut interagir avec Google Docs, Google Sheets et les autres outils Google, ce que évidemment ne peut pas faire Microsoft Copilot, mais on le verra, Microsoft Copilot a d'autres qualités. Je ne suis pas allé vérifier si les résultats étaient justes. C'est quelque chose, vous vous en doutez, il faut toujours vérifier la sortie, quand même, pas croire que parole n'importe qui, même si c'est une IA. J'avais prévu une démo. Si on reprend simplement, voilà, dans mon prompt, je lui ai demandé, ça peut être important, je lui ai demandé d'être aussi factuel que possible, notamment pour éviter toute possibilité. J'en ai pas encore parlé pour une raison bien particulière. Je n'ai pas parlé des hallucinations. Et voilà, je voulais que le résultat soit le plus factuel possible et que si elle n'avait pas de résultats factuels, il fallait qu'elle le dise. C'est maintenant les IA mais depuis un mois, hein, on va dire, hein, sortent de moins en moins de résultats faux, alors qu'avant, elles avaient énormément tendance à vouloir répondre coûte que coûte. Cela dit, même si c'est quelque chose qui n'est plus nécessaire, qui n'est plus obligatoire de préciser, ça fait pas de mal. Et en particulier, j'encourage l'IA à poser des questions parce que ma question, je savais qu'elle allait être très vague. Voilà, je lui demande comment programmer, comment faire un programme qui affiche la conjecture de Collatz. En quel langage, on ne sait pas. Avec quel framework, on ne sait pas. Et je m'attends à ce que justement l'IA me pose la question. Mais c'est pas certain, c'est pas garanti. Eh ben, on va demander au chat aussi ce qu'on nous dit. Donc voilà, le premier sujet qu'elle aborde, évidemment, c'est bon, t'es bien gentil, mais dans quel langage? Elle m'explique la conjecture de Collatz, bon, ça, je lui avais pas demandé. Il a repris, bon, voilà, create a graphical interface, c'est ce que j'avais demandé aussi. Et on peut utiliser technique Inter, et m'a fourni un exemple qui, oui, techniquement devrait marcher.
Donc là, dans mes réponses, je lui ai dit, je veux une visualisation scatterplot, je veux que ça soit du JavaScript avec un canevas HTML, peu importe la librairie, je veux que ça soit rapide, je veux pouvoir ajuster le range, pas de customisation particulière. Là, il m'a produit un résultat avec une partie HTML, une partie JS. Ouais, j'aurais dû dire, je veux un seul fichier. Bon, c'est pas grave. Cela dit, elle a compris quand même. On pourrait prendre le temps de tester, mais on ne va pas le faire, hein. GitHub Copilot. Pas m'éterniser spécialement longtemps non plus sur Copilot. Cependant, dans les capacités de Copilot, il y a la possibilité de faire de l'autocomplétion de code. Dans son contexte sera, en fait, il va lire le code, potentiellement, selon l'IA et selon la taille de l'IA, va lire l'intégralité du code et me faire des suggestions. Alors, soit des suggestions à partir de rien. Elle a considéré que ça serait une bonne idée de faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Surtout que c'est un énorme projet. On peut lui dire, comme elle autocomplète, eh ben, dire, bah tiens, je vais commencer à écrire un Javadoc. Et elle m'a écrit le Javadoc qui, normalement, est correct. Convert the given exception to a runtime exception if it's not already a runtime exception. Et je pense que c'est correct, malgré le fait qu'ils disent open source exception. On a un chat. Alors, j'utilise parfois IA Assistant, qui est un truc de JetBrain, qui est connecté à plusieurs IA pour tester leurs produits, pour faire des choses très utiles, comme on peut lui demander d'expliquer, bon là, il se trouve que je suis dans un projet Java, hein, on peut lui demander d'expliquer ce que fait cette classe. J'espère qu'il le fait. J'ai l'impression qu'il est en train d'expliquer la méthode. On peut lui demander de chercher des bugs. On peut lui demander de documenter le code, qui beaucoup de développeurs apprécieront, je pense. Donc là, l'IA a lu le code et m'explique du mieux qu'elle peut ce que fait la classe et ce que font chacune des méthodes. Pareil, on peut utiliser exactement les mêmes techniques. On peut lui demander ensuite, par la suite, ben, explique-moi, enfin, elaborate un peu plus parce que sur cette méthode en particulier. On a chez Microsoft, l'IA de Microsoft, si on utilise Edge, leur navigateur, il y a le plugin Copilot intégré de base, me semble-t-il. Et l'IA est capable de lire les pages web qu'on est en train de lire, et donc on peut lui demander ce qu'on veut en fait sur la page web en question. Voilà. J'aurais pu lui demander en français d'ailleurs, mais bon. Voilà, French Guy, Edge 45, ça me semble relativement correct. Évidemment, on peut lui parler en français, hein, comme je viens de dire, explique cette page, et il répondra en français. On n'a pas tout le temps besoin de pousser le contexte très loin. En fonction de la façon dont on écrit, elle arrivera à en déduire un certain contexte. Donc, je lui ai demandé de me produire une chanson qui explique ce qu'est une base de données. Ça rime. Il y a probablement le bon beat aussi. Ça parle bien de base de données. Et elle s'adapte en plus à la façon dont j'ai écrit. C'est quand même assez magique.
Après, ce qui est vraiment intéressant avec les IA, c'est que les limites sont encore à explorer et faut pas hésiter à tenter de lui demander tout et n'importe quoi. Faut tout essayer. Je lui ai demandé de faire un tweet, elle m'a fait un tweet avec les hashtags suffisamment courts pour entrer dans un tweet, c'est nickel. J'avais fait des trucs assez rigolos hier. C'est quelque chose que j'avais expérimenté à un moment. Quelqu'un m'avait écrit un truc, je n'écoutais absolument rien à ce qu'il avait écrit parce que c'était abrégé à mort. On peut constater qu'il est capable de traduire du SMS au français, de me fournir toute l'explication que je lui ai demandé. Et les limites sont complètement dingues. Typiquement, ça, je pourrais vous fournir le lien, c'est mon journal. La quasi-totalité du contenu est produit par GitHub Copilot, plus précisément en utilisant j'utilise une IDE de chez JetBrains parce que j'aime bien JetBrains, euh, qui s'appelle WriterSide. L'IA, au début, c'est moi qui écrivais. L'IA s'est adaptée à ma façon d'écrire et est maintenant capable euh, de produire du texte adapté à la façon dont j'écris, avec parfois de l'humour assez merdique, mais qui est typique de la façon dont j'écris. La FAQ, c'est l'IA, simplement. J'ai simplement demandé de l'IA de me produire les questions. Il arrive à l'IA de partir en boucle. Ouais. Ouais, ben là, typiquement, voilà, il est parti dans une boucle. On ne sortira pas. Voilà. Un bon exemple de boucle. J'ai arrêté l'autocomplétion ici parce qu'il aura continué à m'écrire à mon expert in. J'aurais sorti toute une liste. C'est quelque chose qui est vachement utile dans le code. Si je commence à écrire Monday, Friday, Day, sur ma page web en particulier, j'ai une longue discussion sur le prompt engineering, partagerai aussi sur Steeple, qui est produite en grande partie par l'IA, comme d'habitude, et qui explique pas mal des techniques de prompt engineering. Après, il y a plein de vidéos sur YouTube sur le prompt engineering. Ça périme, un des inconvénients, c'est que ça périme très vite. La plupart des techniques de prompt engineering sont là pour contourner certains défauts des IA, et les IA s'améliorant à une vitesse complètement hallucinante. Certaines techniques ne sont plus nécessaires. Alors, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés? Bon, spécifier un objectif, output formatting, donner des exemples. Ça, je le fais très peu, alors j'en ai peu parlé. Toujours faire gaffe aux résultats qu'il nous fournit. Alors ça, c'était une technique qui était parfois nécessaire, de moins en moins. Il peut arriver qu'on demande à l'IA quelque chose de trop compliqué pour elle, d'avoir des problèmes logiques, des devinettes auxquelles elle va se planter, mais auxquelles beaucoup d'humains se planteraient aussi. C'est un petit peu le principe de ces devinettes. Quand ça arrive, on peut demander à l'IA, en fait, de décrire chaque étape de son raisonnement. Et quand elle va faire ça, ça va l'aider, en fait, à produire un résultat correct. Alors que si on lui demande de fournir juste la réponse à la devinette, elle va se planter. C'est une technique à essayer, qui s'appelle précisément, sauf erreur de ma part,
de lui demander de décrire son cheminement de pensée. Oui, c'est bien ça. Chain of thought. Et comme je viens de le dire, voilà, ça l'aide à mieux raisonner. Et en plus, de temps en temps, ça nous aide aussi à comprendre la réponse, parce que du coup, elle va en profiter pour bien expliquer quelle étape passer pour arriver au résultat donné. Il y a un truc important que je voulais montrer et je l'ai pas mis dans mon slide. Et du coup, c'est ceci. LM6, je partagerai le lien aussi sur Steeple. Il y a un leaderboard des IA qui est basé sur le scoring qu'on va donner aux IA. En fait, c'est un combat d'IA. Tu as modèle A, modèle B, tu sais pas quel est. Tu vas avoir une discussion avec les IA et le but après, c'est de dire quelle des deux IA est meilleure. C'est une question piège que je pose. Et quel est le nom du premier chien à avoir aboyé dans l'espace? C'était le genre de question typique qu'avant, les IA allaient halluciner une réponse. Parce que je lui donne l'impression que, vu le sens de ma question, qu'il y a réellement un chien qui a aboyé sur la Lune. Ce n'est absolument pas le cas. Et avant, les IA cherchaient absolument à répondre et filaient en général Laika. Pas le premier chien à être allé sur la Lune, mais le premier chien à être allé dans l'espace. Sauf que, voilà, maintenant c'est de plus en plus dur de faire halluciner les IA. Et c'est tout pour moi. Merci, merci. Merci pour ta présentation, Laurent. En tout cas, c'était très intéressant, surtout que le sujet est très à la mode, on va dire. Et vu que moi, je suis un peu dans l'IA, dans tout ce qui est data, donc c'était très intéressant de voir un peu plus d'informations sur ça, sur le côté prompt engineering. Avec plaisir. L'important à retenir, c'est faut expérimenter à mort. Faut essayer les pires trucs. Faut tenter de leur faire faire les tâches les plus compliquées, les plus dingues, de leur faire faire ton boulot et voir quel résultat est produit et voir comment, si le résultat est pas bon, comment, par exemple, via le reverse engineering, comment arriver à la forcer à lui donner un résultat qui est adapté à ce qu'on veut réellement. Et du coup, toi, Laurent, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser beaucoup l'IA, toi personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté, permis par rapport à avant? Alors, bon, je ne code pas au niveau professionnel, mais par contre maintenant, je code au niveau hobby pour le plaisir et je ne code plus exclusivement que avec l'aide d'une IA parce que elle me fait gagner énormément de temps, elle m'élimine beaucoup de boilerplate, de pissage de code inutile qui même des fois te dépriment de coder tellement c'est des trucs chiants. Là, je laisse l'IA le faire. Je continue énormément, en particulier via ce site, à expérimenter avec les IA pour apprendre beaucoup plus et pour écrire, pour produire du contenu sur des sujets divers et variés. Simplement des trucs que j'ai essayé, des trucs que j'ai fait et j'ai pas envie de passer une demi-heure à l'écrire, à trouver les bons mots, à trouver les bonnes phrases, à trouver les bonnes tournures. Il faut donner des directions à l'IA. Ce que j'ai pu constater notamment dans ce chapitre que j'ai écrit, où je m'inquiétais de savoir au bout d'un moment, est-ce que c'est réellement moi qui écris ou est-ce que c'est l'IA qui écrit? Et est-ce qu'en fait, il n'y a plus besoin de moi? J'ai expérimenté en essayant de pas influencer l'IA sur ce que je voulais comme résultat. Et en fait, je me suis aperçu que je passe énormément de temps à corriger ce qu'écrit l'IA et que si je laisse l'IA écrire vraiment complètement pour moi,
mais c'est plus le texte est de mauvaise qualité, le contenu est pas intéressant, d'après mon point de vue. Et en fait, j'ai pu réussir à en déduire que oui, l'IA m'influence mon texte, mais l'influence que j'ai sur l'IA en choisissant ou pas les résultats qu'elle produit influence beaucoup plus l'IA que l'IA ne m'influence moi. Donc, tout ce qu'il y a sur ce site, même si ça a été écrit finalement en majorité, très grande majorité par l'IA, bah, c'est quand même moi l'auteur. Je parle pas de légal, hein, je parle simplement de la façon d'écrire, du contenu précis, de la façon dont c'est formaté. Il y a, y a pas à chier, c'est bien mon texte, ma façon. Et ça, c'est important parce que c'est mon blog, en fait, c'est pas celui de l'IA, tout simplement. Et que je veux qu'il y ait ce que je veux, pas ce que l'IA me fait croire que je veux. Et ça me fait écrire beaucoup plus. Autrement, j'aurais jamais fait ce site, hein. Il y a je sais pas combien de centaines de pages, non, peut-être pas des centaines, pas encore. Mais j'écris parfois tous les jours, parfois une fois par semaine. Et sans l'IA, jamais j'aurais fait ce site. Il y a des programmes que j'aurais jamais écrits simplement parce que je me suis dit: «C'est pas que je sais pas le faire, c'est juste que c'est trop long, c'est chiant». Il y a trop de trucs, pénibles à faire pour arriver à ce que je veux, donc je vais pas faire le programme au final. Ben maintenant avec l'IA, je le fais. Pour toi, ça t'a pas retiré de la créativité, au contraire, ça t'a permis d'en faire plus, finalement? Ça m'a permis aussi bien, en code qu'en texte, ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel, à savoir, bah, si c'est du texte, quel est le message que je veux faire passer, le message que je veux écrire et non pas la façon dont je dois l'écrire. Il y a le fond et la forme. J'ai plutôt tendance à laisser quand même la forme, partiellement beaucoup à l'IA, mais le fond, par contre, quand je laisse faire l'IA, le fond, c'est n'importe quoi si je laisse faire l'IA. On l'a vu là quand j'ai voulu vous montrer l'exemple de FAQ, que je lui ai demandé de me produire des questions supplémentaires comme ça, sorties de nulle part. Alors oui, quel est le sens de l'univers? C'est typique mon style d'écriture. 42, Douglas Adams. Mais de sa place, je veux pas la réponse ici. Puis derrière, il me fait des suites complètement débiles qui n'ont aucun intérêt. Mais rien que le fait de sélectionner ce que je mets pas de ces suggestions, rien que ça fait que on est bien sur mon contenu et pas sur celui de l'IA. Est-ce que du coup, ça donnait envie à ceux qui n'avaient jamais utilisé l'IA peut-être de tester ou bah, Émilie, Ilias, Taïa, Ibrahim? Moi, oui. J'étais en train de réfléchir justement parce que je lis beaucoup d'articles scientifiques et j'ai vu il y avait moyen de demander à l'IA de les comprendre parce que des fois c'est des longs. Il y a des, enfin, il y a des parties graphiques, c'est en anglais, etc. Et ça prend pas mal d'heures. Donc, ça peut être un outil pas mal là-dessus. Et ensuite, sur la partie code, j'ai vu aussi sur la partie JetBrains que tu utilisais un outil qui, je pense, va m'intéresser. Parce que moi, là-bas, j'avais mis. Enfin, je commençais à utiliser ChatGPT, mais après, ça commençait un petit peu, les solutions commençaient un petit peu à s'essouffler et j'ai mis ça de côté. Mais, mais je pense qu'il y a toujours pas mal de choses qui peuvent être intéressantes dans la manière, avec la méthodologie que tu as expliqué tout à l'heure. Alors, à ce sujet,
Donc, dans les plugins, j'utilise le plugin GitHub Copilot. Et ensuite, il y a, c'est sorti assez récemment, il y a le AI Assistant de chez JetBrains, qui, me semble-t-il, pour l'instant, est calé, est connecté à ChatGPT. Mais c'est à confirmer. À propos de la lecture de papiers scientifiques, j'ai expérimenté, voilà, c'est sur celui-là. Il y avait un sujet qui m'intéressait beaucoup, le LLM sur SSD, parce qu'un des problèmes, c'est que les LLM, ça bouffe énormément de mémoire, et que si elles pouvaient déporter une partie du workload sur le SSD, ça serait très bien. Et il y a quelqu'un qui a produit un papier. Et j'ai rien bité au papier. Et ben du coup, j'ai demandé à l'IA de me l'expliquer. Et je crois que c'est ouais, je crois que c'est le résultat qu'elle a produit. Donc bon, là, j'y suis allé un peu à la barbare sur mon prompt, et du coup, il m'a sorti un truc un peu à la con, et qui apparemment est bon quand même. Mais évidemment, après, l'intérêt, c'est toujours de discuter avec elle et d'aller poser des questions un peu plus précises, plutôt que simplement lui demander de quoi parle le papier, même si elle le fera, hein. Mhm. Mais si tu lis, voilà, beaucoup de papiers scientifiques, il y a des fois, et putain, là, j'ai rien compris au texte. Tu copies-colles le texte du papier, tu dis, j'ai rien compris, explique-moi. Et elle va essayer de le faire. Un des soucis que tu vas avoir avec le papier, c'est que tu as beaucoup de latex, de, de formules mathématiques, et que ça, dans le copier-coller, ben, ça va passer à la trappe, qui est un peu fâcheux. Ok. Je pensais que tu pouvais l'utiliser dans le navigateur. Alors oui, c'est vrai. Tu peux faire ça aussi. Alors je crois que le navigateur, il a quelques difficultés à lire les PDF, hein. Enfin, si on prend un papier d'astrophysique, hein. Si, ben voilà, il est capable de lire le PDF. Ah, c'est top. Bonne Voilà, nouvelle. donc t'installes, bah, tu dois déjà l'avoir, c'était un Windows, hein, t'installes Edge. Et normalement, tu dois avoir la barre copilote. Donc voilà, c'est une possibilité. Alors, je vais pas aller vérifier si c'est juste, hein, par contre, hein. Et sinon, sur l'assistant que tu utilises sur le JetBrains, c'est quelque chose, c'est une solution payante? Alors, oui, AI Assistant est payant. Est-ce qu'il Je y a crois des qu'il y a juste un alternatives? trial d'une semaine ou quelque chose comme ça, mais autrement, il est payant. GitHub Copilot est payant. Euh, Gemini, Mistral, enfin, les chats, ils sont payants, mais ils peuvent avoir une limite. En fait, ils veulent juste éviter les bots, quoi. Donc, ils te limitent un petit peu sur le temps de réponse et sur le nombre de fois que tu peux interroger. Je suis jamais arrivé à cette limite. Donc, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir. Pareil pour Microsoft Copilot. Pareil pour Gemini. Pareil pour Mistral, où il est passé, il est là. Euh, mais oui, il y a et tous évidemment ont des options payantes. Il y a quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé. C'est là, on est sur les interfaces grand public. Tu peux accéder en payant à des interfaces développeurs qui permettent de faire beaucoup plus de choses, d'automatiser des tâches de génération de l'IA, de faire des résultats beaucoup plus précis que simplement par la conversation. Mais c'est quelque chose que je ne fais pas, donc je risque pas de faire une présentation dessus. Google Vertex, tu as une interface développeur
qui permet de faire beaucoup de choses. Tu as aussi, je vais pas le lancer là, tu peux installer une IA à la maison. Là, j'ai que 16 Go de RAM sur ce laptop. Alors, je peux lancer LM Studio, cela dit. LM Studio, c'est une interface qui te permet, de façon simple, sans coder, d'installer une IA à la maison et ensuite qui te fournit une interface de chat avec des options, notamment l'option de pré-prompt, qui est un sujet que je n'ai pas abordé. Notamment parce que justement, il faut installer des IA ou utiliser une interface développeur comme Vertex pour pouvoir définir les pré-prompts. Là, tu choisis quelle IA tu veux télécharger et LM Studio s'occupe de l'installation, de l'installer, de la charger et de te fournir une interface. C'est très très lent. À moins d'avoir un énorme GPU à la maison, quand je fais tourner Mixtral sur mon laptop, j'ai à peu près un mot toutes les 2 secondes. Donc, ça peut être sympa pour bidouiller, mais pas pour une utilisation quotidienne. En tout cas, merci beaucoup, Laurent, Merci beaucoup. pour toutes ces démos. Avec plaisir. Merci. Merci, bonne Merci journée pour à la tous. présentation. Laurent. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Salut. Bonne journée.